À la frontière entre l'Inde et le Bangladesh vivent depuis des décennies des dizaines de milliers d'apatrides. Ni indiens, ni bangladais, ces hommes et ces femmes subsistaient jusqu'à présent sans réelle existence légale. En 2015, près de 60 000 d'entre eux ont enfin pu choisir l'une des deux nationalités. Héritage de l'Empire britannique des Indes et de sa dissolution compliquée en 1947, ces apatrides vivaient dans une myriade d'enclaves, des oubliés de l'histoire, coincés entre deux pays incapables de s'entendre sur une frontière logique ou de leur attribuer une nationalité et des droits fondamentaux. Après des décennies d'entente, l'accord a dessiné une nouvelle frontière reconnue par les deux gouvernements et mis fin à ces territoires en confetti. Les deux pays ont ensuite donné aux apatrides la possibilité de choisir leur nationalité et de migrer dans le pays de leur choix. La plupart ont décidé de rester là où ils vivaient, mais certains ont fait leur bagage pour rejoindre le pays d'en face. Une équipe de France 24 a filmé ces déplacements de population historiques et pour une fois, heureux. Sur Habitandon, Porimal Palma et Alban Alvarez. Ce sont les derniers préparatifs avant le grand déménagement. Cela fait 60 ans que nous vivons sur ces terres. Aucun gouvernement ne voulait de nous. Mais maintenant, nous avons une chance d'améliorer nos conditions de vie. Alors c'est mieux d'aller de l'avant. Pour les habitants de l'Almano-Herat, une enclave indienne située au Bangladesh, c'est un jour historique. Sans nationalité depuis des décennies, ces apatrides vont enfin pouvoir bénéficier de la citoyenneté indienne. Pour Tarak Chandra Burman, l'attente aura duré 83 ans. Nous nous sommes toujours considérés comme indiens et maintenant que le gouvernement de New Delhi nous invite à les rejoindre, bien sûr que nous partons. Cela fait des années que j'attends ce moment. Longtemps considérée comme la plus complexe du monde, la frontière entre l'Inde et le Bangladesh était un véritable casse-tête hérité de la dislocation de l'empire colonial britannique. D'un côté, 37 000 Indiens vivaient dans 111 enclaves situées au Bangladesh. De l'autre, 15 000 Bangladais étaient répartis dans 51 enclaves situées en Inde. Après plusieurs décennies de négociations, les deux pays sont parvenus à un accord en juin dernier. Une nouvelle frontière sans enclave est définie. Les habitants peuvent désormais choisir leur nationalité et migrer dans le pays qu'ils souhaitent. Le déplacement des populations a été soigneusement organisé par les autorités. Au total, 1 millier de personnes va quitter les enclaves et rejoindre l'Inde. Aujourd'hui, 17 familles sont sur le point de prendre la route. Au moins je ne pars pas toute seule, nous y allons tous ensemble, c'est moins difficile. Pourtant, la majorité des habitants des enclaves a fait le choix de rester. J'avais la possibilité de m'installer en Inde, mais j'ai refusé. Nous sommes nés et avons grandi ici. Tous nos amis, nos proches vivent ici. Nous espérons que le Bangladesh nous donnera accès aux mêmes droits que tout le monde. Quelques fleurs en guise d'adieu avant de traverser pour de bon la frontière. Des voisins sont venus en nombre pour leur dire au revoir. Tarak Burman a longtemps rêvé de ce moment. Pour ce fervent hindouiste, rejoindre l'Inde, c'est quitter le Bangladesh musulman. Pour le restant de mes jours, je vais vivre dans le pays de ma religion. Privés de papier d'identité depuis des décennies, les populations à l'intérieur de ces territoires en confetti n'avaient accès ni aux écoles ni aux hôpitaux. En déménageant, ils espèrent bénéficier d'une citoyenneté ordinaire. Côté indien, le gouvernement a préparé une cérémonie de bienvenue. Un accueil en grande pompe qui fait la fierté des autorités. C'est probablement la première fois dans l'histoire récente qu'une redéfinition des frontières entre deux pays a lieu de manière pacifique. Regardez, tout le monde a l'air heureux. C'est une vraie réussite et un magnifique exemple pour le monde entier. La tristesse du départ fait rapidement place à l'excitation d'une nouvelle aventure. Tarak Burman a enfin rejoint la terre de ses ancêtres.
Le lendemain matin, nous visitons les préfabriqués attribués par le gouvernement indien aux nouveaux arrivants. Spartiate au premier coup d'œil, mais pour ces gens qui vivaient dans des huttes, c'est une entrée dans la modernité. Nous retrouvons Soma Rani, qui a rapidement pris ses marques. Le gouvernement a tout préparé pour notre arrivée. Ils nous fournissent aussi de la nourriture. C'est comme si nous avions toujours été des citoyens indiens pour eux. Mais j'espère qu'ils vont aussi nous aider financièrement. C'est très important pour nous. En plus de la nourriture, New Delhi va fournir ses logements gratuitement pendant 2 ans. Au-delà, les nouveaux arrivants devront se prendre en main, comme tout citoyen ordinaire. Justin Trudeau, le nouveau Premier ministre canadien, s'est engagé à accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici fin février 2016. Si le chiffre peut paraître faible comparé aux pays européens, c'est un réel changement du Canada sur ce dossier, alors que le précédent gouvernement avait difficilement consenti à l'accueil de 10 000 réfugiés sur 3 ans. Alors que des centaines de familles sont déjà arrivées, vous allez le voir dans ce sujet, que pour gérer leur accueil, eh bien, les autorités comptent beaucoup sur la société civile et la générosité des citoyens. Se pose également la question de l'apprentissage de l'anglais ou du français et l'aide psychologique à des enfants souvent troublés par la guerre et l'exil. Frédéric Guiraud. Depuis son arrivée à Montréal il y a près de 2 semaines, la famille Keork tente de reprendre une vie normale. Après avoir fui Alep en pleine guerre civile à l'été 2013 et vivoté à Beyrouth pendant 2 ans et demi, le calvaire s'achève enfin au Canada. Ici, les gens sont très respectueux. Quand nous sommes allés dans les agences gouvernementales, nous avons été très bien accueillis et nos affaires ont été réglées très rapidement. Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement. En fait, nous remercions tous ceux qui aident à sauver les réfugiés. Leur logement, c'est grâce à la communauté arménienne à laquelle elle appartient que la famille l'a obtenu comme leur entrée au pays. Depuis 2 ans, l'association chrétienne Haïdoun a ainsi parrainé près de 1000 réfugiés syriens et en attend encore 900 dans les mois qui viennent. Des dossiers dont le traitement a été accéléré par l'élection de Justin Trudeau. En pleine campagne électorale, le nouveau Premier ministre a en effet promis d'accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Un changement de politique qui a divisé la population, notamment à cause des enjeux de sécurité. Dans les milieux associatifs, c'est le calendrier de mise en œuvre très serré qui a fait grincer des dents, et à raison. Le gouvernement a finalement repoussé la date butoir à la fin février. Ils ont décidé d'accélérer sans nous consulter et sans nous donner de ressources, sans nous dire, écoutez, nous sommes derrière vous, faites le travail et nous allons vous soutenir. Et ce que je sens actuellement sur le terrain, je dois vous dire, c'est un peu une sorte de désorganisation qui essaye de s'organiser, si je peux le dire. Pour l'heure, cette nouvelle politique semble donc principalement reposer sur les associations et les particuliers. Sur les 25 000 réfugiés parrainés d'ici la fin février, environ 15 000 le seront à titre privé. Un parrainage qui a un coût. Le gouvernement exige 8 000 € pour faire venir une personne seule, 14 000 pour une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, c'est donc de la générosité populaire que dépend une bonne partie de cet accueil. Les vêtements que la famille Keork va pouvoir emporter sont ainsi des dons. La population canadienne a fait preuve d'une mobilisation sans précédent pour aider les réfugiés syriens. C'est extraordinaire, la volonté des gens qui sont mobilisés et qui veulent faire leur part. Parmi les défis à relever, il y a la question du travail. Pour encourager les employeurs potentiels au Québec, le gouvernement provincial leur offre une subvention annuelle pouvant aller jusqu'à 10 000 € par réfugié. Nous avons déjà commencé à avoir des liens avec des entreprises qui sont prêtes à ouvrir leurs portes pour des personnes qui ont des compétences. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas le français qu'ils n'ont pas de compétences. À peine arrivé, Keork a ainsi pu trouver du travail dans cette chaîne de supermarchés libanais. Un emploi certes éloigné de son métier de designer industriel, mais même au salaire minimum, c'est un revenu indispensable en attendant les cours de francisation qu'il suivra pendant 10 mois à partir de janvier. L'apprentissage de la langue, l'anglais ou le français selon les provinces, c'est l'autre enjeu de l'intégration de ces nouveaux résidents canadiens. D'autant que sur les 7 à 9 000 réfugiés que le Québec doit accueillir d'ici février, plus de 2 500 seraient des enfants. Si la majorité sera intégrée gratuitement dans des établissements publics, certains le seront également dans le privé, comme à l'école Alex Manouguian.
Dans ce cas, l'État ne prend en charge que 40% des frais annuels, le reste étant de nouveau assuré par les dons de particuliers. Un système qui permet déjà à l'école d'accueillir 30 élèves répartis dans 2 classes que dirigent une enseignante et une assistante, car plus que la francisation, ces enfants ont avant tout besoin d'une attention de tous les instants. Il faut y aller graduellement avec eux et savoir quand est-ce que on va intégrer l'enjeu de l'éducation, de la francisation, et il faudrait quand est-ce que je pourrais être là comme la psychologue, comme la maman qui est là pour leur donner des câlins, pour les rassurer. Car plus d'un tiers de ces enfants souffriraient de troubles et de traumatismes liés à la guerre et à leur exil forcé. Ici, chaque semaine, une psychologue bénévole rencontre individuellement les enfants qui en ont besoin, mais on s'inquiète d'une politique qui voudrait aller trop vite sans tenir suffisamment compte de ces difficultés. La francisation se passe relativement bien, mais aller identifier les besoins spécifiques des enfants au niveau psychologique, ça demande une approche qui est un peu différente et une vision qui est un peu différente. Alors je pense que cet élément-là a été mis peut-être un peu de côté, de par le manque d'expérience qu'on a de recevoir peut-être des enfants issus de la guerre. Des enjeux auxquels le pays devra rapidement faire face. Pour respecter ses engagements, 600 réfugiés syriens doivent arriver quotidiennement au Canada d'ici la fin de l'année. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.